ce salon avec nous, parce qu'il y a un libraire indépendant, libraire à Argenteuil, le Presse-Papier, depuis 35 ans, c'est la dernière librairie indépendante qui subsiste à Argenteuil, et parce qu'il y a une équipe de bénévoles. Ce que je voudrais dire, c'est que en fait, tout ça fonctionne parce qu'il y a des petits micromoteurs partout qui font que on peut faire ça. Ça n'est pas une question de budget, c'est une question de volonté et de petites micro-énergies qui, mises les unes avec les autres, peuvent fonctionner. Donc je ne suis qu'un tout petit moteur par rapport à tout ça. S'il n'y avait personne à la Régisson, on n'aurait pas cette possibilité de le faire. Si on n'avait pas Vincent qui est là, qui a organisé tous les aspects techniques, Emma qui a organisé tous les aspects de déroulement, s'il n'y avait pas ce lieu, s'il n'y avait pas tous, s'il n'y avait pas vous, on ne pourrait rien faire. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'ensemble et on tient à insister dans ce salon sur le rôle excessivement important du livre, dans tout ce qui est lancement d'alerte, on en parlera tout à l'heure, mais le livre est un outil très particulier dans l'information et dans le lancement de l'alerte, non seulement parce qu'il vous permet de le lire, mais parce que celui qui l'écrit doit organiser son dossier, sa pensée, les faits qu'il révèle, et parce qu'il qualifie non seulement l'information qui est à l'intérieur, à la fois par l'auteur et à la fois par des aspects, y compris juridiques, on en parlera tout à l'heure, mais je laisse la parole à nos invités. Je veux remercier toutes celles et tous ceux qui ont accepté de venir. Juste un dernier mot, vous n'avez pas tout à fait la parité sur le plateau, mais à 3 c'était difficile. Ceci dit, ce salon a, dans ses invités EES, beaucoup plus de femmes que d'hommes dans le lancement de l'alerte et je voulais le saluer. Merci. Merci beaucoup, Daniel. Là. Donc, bonjour à tous. Merci d'être fidèles à ce salon en ce dimanche, deuxième journée. Un salon donc extraordinaire, des livres et l'alerte. Aujourd'hui, nous accueillons donc deux personnes, deux auteurs fort intéressants. Monique Pinson-Charlot et donc Philippe Pascot. Alors, pour Monique Pinson-Charlot, je vais dire la première chose, elle est sociologue. Et c'est important car, à titre personnel, je ne sais pas vous, mais cette petite musique qu'on entend de temps en temps pour dénoncer la sociologie en France, moi, ça ne me plaît pas beaucoup. Donc, je suis extrêmement content qu'on accueille une sociologue. Elle a écrit de très nombreux livres. Elle s'intéresse, notamment aussi avec Michel Pinson, à tout ce qui concerne les inégalités, les injustices, plutôt érigées en système, et donc avec derrière, si je puis dire, une dénonciation des élites, de l'entre-soi, qui serait responsable, qui produirait ces inégalités. J'ai choisi de mettre l'ouvrage le plus joli pour que vous puissiez le voir de loin et qu'on le voit à la caméra. Mais il y a bien d'autres ouvrages que je vous conseille d'aller compulser et acheter juste après. Par exemple, celui-ci, avec le titre « Les ghettos du Gotha ». D'abord, parce que c'est vraiment intéressant d'avoir ce petit titre. Et puis, « Au cœur de la grande bourgeoisie ». Alors, c'est d'autant plus intéressant qu'hier, on a parlé criminalité systémique et que j'ai eu l'occasion de défendre un concept, tiens, d'un sociologue italien, Umberto Santino, qui explique la mafia comme un corps social, une bourgeoisie mafieuse. Donc, je suis extrêmement content d'accueillir Monique Pinson-Charlot. En ce qui concerne Philippe Pascot, j'aimerais lui passer la parole tout de suite 2 minutes. Il ne va pas y arriver, mais donc on le coupera. Juste pour qu'il nous dise son parcours. Bonjour. Donc je suis content de constater que vous n'êtes pas à la réunion du Perroir et que vous êtes avec nous. Mon parcours, qu'est-ce que je peux vous dire? On va faire vite. J'ai été 9 ans le maire adjoint à Manuel Valls, l'ex-futur président de la République. Je me suis battu 2 fois physiquement avec lui. Une fois, il m'a collé contre le mur, une fois, je l'ai collé contre le mur. J'ai été conseiller régional d'Île-de-France. J'ai été président de la formation professionnelle et de l'apprentissage pendant 6 ans en Île-de-France. J'ai fait 25 ans de politique. J'ai jamais eu le doigt sous la couture. Je n'ai jamais fait de la politique un métier. J'ai toujours un métier à côté. Et j'ai toujours voté par conviction. Et je n'ai pas voté sans savoir ce que je faisais. Autant vous dire que ça n'a jamais été simple, que j'ai résisté, que j'ai découvert un certain nombre de choses et je les ai découvertes de l'intérieur. Et que moi, j'aime bien partager. Et que je pars d'un principe que plus on est transparent, moins ces gens-là peuvent abuser. Plus vous savez,
moins ils peuvent le faire. Et je vais développer un certain nombre de choses comme ça, comme le casier judiciaire vierge, qui me rend fou depuis 2 ans. Puisque par exemple, pour travailler dans une mairie aujourd'hui, il vous faut un casier judiciaire vierge. Si jamais vous êtes condamné pendant que vous travaillez dans la collectivité, vous pouvez être viré sans indemnité. Sans indemnité du jour au lendemain, vous avez plus, les clés de votre bureau ont changé. Par contre, pour diriger la mairie, vous pouvez avoir un casier judiciaire chargé. Tu travailles toujours dans une collectivité territoriale? Non, je travaille toujours dans une collectivité territoriale, oui, je travaille sous les ordres de Manuel Valls. Ah, c'est ce que je voulais savoir. En ce moment, je suis dans un petit bureau sans fenêtre. Voilà. Il faut 2 portes blindées pour venir me voir. Le téléphone portable passe plus. Ma secrétaire a été supprimée. Mon budget a été divisé par 2. Mais à part ça, tout va bien et je les emmerde. Merci Philippe. Garde le micro, mais ne parle plus. Non, je dis ça parce que je sais que... N'oubliez pas qu'il est là en tant qu'auteur et que vous pourrez retrouver tous ses livres. Allez-y, parce que je connais l'auteur, il est sympa en plus. Ouais. Et après cette conférence. Alors, c'est bien par Madame Monique Pinson-Charlot que nous allons commencer ce débat, contrairement aux apparences, mais je voulais que ce soit Philippe qui se présente lui-même. J'ai lu pas mal d'interviews de vous. Il y a énormément de choses, et c'est pas moi qui vais parler à votre place, mais il y a un petit moment, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu. C'est que vous dites, à un moment là, par exemple, sur les paradis fiscaux, sur la fraude fiscale, vous dites, c'est parce qu'aujourd'hui, il est devenu quand même un peu plus difficile de frauder pour certaines personnes, on n'imagine pas les plus riches, hein, qui ont des moyens, voilà, et que ces contraintes presque légales, administratives, les poussent, eux, à faire encore plus d'entre-soi, à se protéger et donc à rompre tous les dispositifs de solidarité pour pouvoir garder leurs acquis, voire les multiplier. Je voulais vous interroger sur ces mécanismes qui viennent du légal, qui viennent de l'administratif, qui finalement produisent de l'illégalité, de l'injustice ou des inégalités. À vous la parole. Alors, en effet, pour que les délinquants en col blanc des beaux quartiers, pour que les membres de cette caste, personnellement, par moment, dès lors qu'il s'agit de la fiscalité ou de la finance, je n'hésite pas à parler de mafia, hein, tellement les conséquences de leur refus de toute solidarité avec les peuples, les classes moyennes et les classes populaires, ont des conséquences tellement criminelles, tellement incroyables, des vies brisées, des suicides, des divorces, enfin... Je ne vais pas vous faire pleurer aujourd'hui, mais du coup, je suis une femme en colère et je voudrais essayer de montrer qu'en effet, ils ont tellement la maîtrise de tous les pouvoirs qu'ils légalisent leur forfaiture. Vous savez que le droit est conçu par les puissants pour les grands bourgeois. D'ailleurs, vous avez tous remarqué que l'enseignement du droit ne se fait ni dans le primaire, ni dans le secondaire. Il ne faut surtout pas que vous compreniez que c'est par la loi que les nantis, que les gens de la classe dominante, que les gens qui possèdent les titres de propriété et qui peuvent ainsi exploiter les autres, alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Il faut que la loi, il faut que leurs intérêts de classe se transforment par l'intermédiaire de la loi en intérêt général. La loi, c'est la transformation des intérêts de la classe dominante en intérêt général. Et quand on parle de fiscalité, qu'on leur parle de fraude fiscale, ils nous corrigent tout de suite en disant non, c'est de l'optimisation fiscale, c'est légal. Mais nous contestons la loi, c'est leur loi, c'est pas la loi, d'accord ? Et puis, à côté de ça, vous me dites si je suis trop longue, parce que je ne sais pas combien de temps j'ai. Vous avez encore 5-10 minutes sans aucun problème. Alors, à côté de ça, ils votent toutes sortes d'institutions qui sont là pour les protéger. Alors, je vais commencer, par exemple, par le verrou de Bercy, qui est une dérogation au droit commun, qui fait fi de la séparation des pouvoirs entre l'administration fiscale et la justice, puisqu'il n'y a que le ministre du Budget qui peut décider de
de quel fraudeur il va envoyer vers les tribunaux correctionnels et de quels autres fraudeurs il va envoyer dans des cellules de négociation, de repentance ou de dégrisement. Alors, je vous donne tout de suite la réponse, pour faire court. C'est une justice fiscale à 2 vitesses qui est ainsi mise en place. Les petits poissons sont aiguillés de manière quasi systématique vers les tribunaux correctionnels et remplissent les prisons, où je vous assure qu'il n'y a pas beaucoup de grands bourgeois en costume cravate. Et les gros fraudeurs sont au contraire de manière systématique orientés vers ces cellules de repentance et de dégrisement, où là, ils ont la garantie de l'impunité, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas de prison, ils ne subiront pas l'humiliation de passer devant le pénal. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Voilà. C'est très clair. Bon, et alors, quand le ministre du Budget s'appelle Jérôme Cahuzac, vous voyez le problème, hein? Alors, ensuite, il y a, quand un ministre est poursuivi, enfin, fait des choses pas bien, est un délinquant, je ne donnerai pas de nom, mais vous avez qu'à faire marcher vos têtes, il y en a suffisamment. Ils sont dans mes livres. Alors, à ce moment-là, il y a des institutions spécifiques pour eux. Quand c'est le président de la République, c'est la Cour de justice de la République. Quand c'est les ministres, c'est la Haute Cour de justice de la République. Je me mélange les pinceaux dans les intitulés précis. Et là, pourquoi ça se termine toujours par des non-lieux? Eh bien, la seule et unique réponse, c'est la consanguinité sociale et politique entre les justiciables et les juges. Et la boucle est bouclée. Et comme ça, la grande bourgeoisie... Alors là, tenez-moi mon micro une seconde. Mais je vous en prie. La grande bourgeoisie, et là je cite Paul Nizan, qui a écrit ça en 1932 dans Les Chiens de garde, la bourgeoisie, travaillant pour elle seule, exploitant pour elle seule, massacrant pour elle seule, il lui est nécessaire de faire croire qu'elle travaille, qu'elle exploite, qu'elle massacre pour le bien final de l'humanité. Elle doit faire croire qu'elle est juste, et c'est la petite dernière phrase qui est importante, et elle-même doit le croire. Voilà. Merci beaucoup. Je vous rappelle que tout ce type de propos sont issus du livre. Je lui avais demandé éventuellement de lire, mais elle connaît tous ses livres par cœur, donc il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on va changer d'échelle? Et est-ce que cette bourgeoisie, on peut un peu la réduire aux élus? Est-ce qu'ils sont aussi terribles C'est pas la réduire. Moi, je peux être que d'accord avec ce que vient de dire Monique, mais je trouve que ce qu'elle vient de faire est encore trop idyllique par rapport à la vérité du terrain. C'était que le commencement. Aujourd'hui, on peut même rajouter, en plus de tout ce qu'elle racontait, que ces gens-là essayent de nous faire prendre des vessies pour des lanternes, et essayent aussi de nous faire croire qu'on a une démocratie. Je le mets dans mes livres et je le prouve par A plus B. Aujourd'hui, la démocratie n'existe plus en France. Aujourd'hui, il y a 80% de gens, en moyenne, de personnes qui ne vont pas voter pour quelque chose. Aujourd'hui, on va voter contre, on ne va plus voter pour. Aujourd'hui, on a le choix entre la peste et le choléra, et le système fait qu'on n'a même pas le choix de faire autre chose que la peste ou le choléra. C'est-à-dire on s'empoisonne nous-mêmes. Aujourd'hui, maintenant, ils en sont arrivés à un tel stade, parce que c'est une espèce de course en avant, où quelque part, on ne sait même plus pour qui voter. Tous les gens qui sont en face, de toute manière, c'est la même caste. Je dis souvent que la plupart des élus, comme les économiques, entre guillemets, comme la grande bourgeoisie, c'est les mêmes. C'est des castes. C'est des gens, pour les politiques, que j'appelle des gens hors sol. Manuel Valls, que je connais bien, j'ai bossé 9 ans avec lui. Enfin, j'ai essayé de bosser 9 ans avec lui. Non, mais il était sympa au début. Hein. Ils sont tous très sympas au début. Non, je vous jure. C'est des gens affables. D'ailleurs, c'est à ça qu'on les reconnaît. Un jour, je l'ai rencontré. Oui. On était en train de me photographier dans la rue. Et puis, il passe avec des gardes du corps. Alors, je lui dis, oh, vous devez être jaloux. Je pensais qu'il aurait préféré être à ma place. Il a dit, non, non, j'ai beaucoup, beaucoup d'estime pour vous. Oui, moi et donc, aussi. je me suis dit, il est fort quand même. Il est très fort. Moi, la dernière fois, par contre, il m'a mis deux gardes du corps autour de moi pour pas que je m'approche de trop. Parce qu'il avait peur que je fasse une photo avec pilleur d'État dans les mains. Mais c'est Emmanuel. Et ces gens-là n'ont, en plus, jamais travaillé. La plupart de ces gens-là dont on parle, Monique, et dont moi je parle, c'est des gens qui n'ont jamais bossé. Manuel, il a commencé son boulot comme politique, à 18 ans. Donc ces gens-là sont complètement hors sol, ne savent pas réellement ce que c'est que le peuple. Et ces gens-là nous sont en train de, petit à petit, avec notre consentement, et c'est ça qui me rend fou,
Ils sont en train de nous voler la démocratie. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Vous connaissez M. Ayrault, ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères. Jean-Marc, qui d'ailleurs est dans mes livres. Il y a un petit détournement de 2 millions d'euros, voilà, en rapport avec la mafia. Je n'avais pas le droit de le dire, parce qu'il a fait retirer ça de son casier judiciaire, mais je l'ai quand même écrit. La remplaçante de M. Ayrault, qui s'est présentée aux législatives dernièrement, vous savez combien de pourcentage elle a été élue? Pardon? Non, madame. 1,2 électeurs sur 10. C'est moins de 14%. 1,2 électeurs sur 10. Vous savez combien il y a de députés en 2012 qui ont plus de voix que l'abstention? Je rappelle, 577 députés. Plus de députés qui ont eu plus de voix que l'abstention. Il y a 12 députés sur 577 qui ont fait plus de voix que l'abstention. Les 30 plus grandes villes de France, aux dernières élections municipales, il n'y en a pas une, qui a été élue avec plus de 2,5 électeurs sur 10. La ville de Manuel Valls, où il était numéro 3 sur la liste, l'ensemble de la liste municipale majoritaire, j'aime bien ce mot majoritaire à mon oreille, a été élu avec 1,9 électeurs sur 10. Ces gens, aujourd'hui, sont légalement élus, mais ne sont plus représentatifs de la population. Ces gens aujourd'hui, font des choses légales, mais totalement immorales. Est-ce qu'on va continuer? Parce que n'oubliez pas quand même, et je le dis souvent dans mes conférences, c'est que les gens ne se rendent pas compte, mais ces gens-là, c'est nos employés. C'est nous les employeurs. Il faut qu'ils s'arrêtent de se prendre pour des rois. Il faut qu'ils arrêtent de dire qu'ils sont aux affaires, qu'ils ont un portefeuille, qu'ils peuvent transmettre leur mandat de fils en père, en fille, etc. Moi, je connais un endroit dans le sud de la France, il y a exactement 25 personnes de la même famille qui font de la politique. Ah putain, les mecs, ils sont placés à tous les systèmes. Il y en a un qui est à la DDE, il y en a un qui est au machin, il y en a un qui est au budget, j'ai tous repéré. Deux qui sont sénateurs, un qui était conseiller général, maintenant député. Les mecs, ils font ce qu'ils veulent comme ils veulent. Et nous, comme des cons, on va voter pour eux. Je dis bien comme des cons. Moi, dans mes livres, j'ai mis 1200 noms. 1200 noms avec leur nom, leur adresse et ce qu'ils avaient fait. Quand j'ai sorti mon premier bouquin en 2014, en février 2014, je ne sais pas pourquoi, juste un petit peu avant les élections, je me dis putain, je mets 400 noms avec des mecs qui ont fait des choses pas bien. Est-ce que ces gens-là vont être virés? Et il y en a 300 qui ont été élus les doigts dans le nez. Là aussi, il faut qu'on se pose la question à l'inverse de la citoyenneté, comment la conscience des électeurs s'éveille. Je vais vous donner un truc complètement fou, et puis je vais arrêter, je vais repasser la parole. Moi qui me rend fou, et ce que j'ai demandé, il y a des mecs qui ont fait des choses pas bien avec des femmes, des élus. Vous savez, ceux qui en profitent, ceux qui demandent à femme de lui faire une fellation pour pouvoir un logement, enfin ce genre de mecs très sympathiques. Non mais il y en a aussi chez les femmes, croyez pas, il n'y a pas que les hommes maintenant. Parce que c'est pas un problème de genre, c'est un problème de système, et c'est un problème d'élévation sociale. Donc là aussi, il faut qu'on sorte du truc. Le pouvoir corrompt. Voilà, en disant qu'il n'y a que les hommes qui sont méchants. Moi, je peux vous dire, je connais une ancienne ministre qui n'embauchait que des filles pour passer sous la table. Ce n'est pas réservé qu'aux hommes. Donc pour revenir à la réalité, moi je connais des élus qui ont fait des choses pas bien avec des femmes, qui ont été condamnés. Première instance, appel, cassation, c'est terminé. Les mecs se représentent, ils sont élus au premier tour. Qui est con? Les femmes qui aujourd'hui, dès qu'on ne met pas eux à chef, ou qu'on ne met pas eux à hauteur, vous font trois procès. Là, il y a des connards qui font des choses pas bien. J'en ai un qui a été condamné parce qu'il avait fait des choses pas bien sur 8 femmes. 8. Le mec, il était à poil, c'était un maire d'une commune, il était à poil le samedi en chaussettes dans la mairie. Il gardait juste ses chaussettes. Je vous jure que c'est vrai. Il gardait juste ses chaussettes. Résultat des courses, c'est les 8 femmes qui ont déménagé et c'est lui qui a été réélu. Il faut aussi que quelque part, on se réveille. Ces gens-là ne sont pas nos chefs. Ces gens-là ne sont pas nos commandeurs. Les économiques, il y a un truc vachement simple, à un moment donné. Quand les mecs abusent, etc., on arrête d'acheter les enfants. Parce que qu'est-ce qui fait les riches? C'est les pauvres. Si les pauvres arrêtent d'acheter un certain nombre de produits à des gens qui sont vraiment malhonnêtes, les mecs, ils vont arrêter. Donc, ok, il y a des pourris. Okay, et j'ai oublié de dire, je le dis toujours, tous les élus ne sont pas pourris. Il y a 618 000 élus en France, un peu plus, à quelques milliers près, parce que je vous donne une information que j'ai aussi mis dans mes livres, le ministère de l'Intérieur ne sait pas exactement combien il y a d'élus en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous jure que c'est vrai,
Aujourd'hui, on paye des élus, mais on ne sait pas combien on en a. Je voulais te poser la question des indemnités, mais si tu le veux bien, on y reviendra après. Les indemnités, c'est un truc important parce que c'est Monique va le conforter dans la Constitution et c'est vraiment un gros problème. À l'article 2, et je vous jure que c'est vrai, un élu est bénévole. Oui. Oui, oui. C'est pour ça qu'ils n'ont que des indemnités. Oui. Toute l'astuce est là. Je voulais vous poser une question. Comme ça, il n'y a pas de polémique, droite, gauche. Il y a eu énormément de scandales qui sont sortis suite à la gestion des gouvernements de droite. On a entendu énormément d'affaires Sarkozy, il y en a encore qui sont en cours, etc. Peut-être y en a-t-il un peu moins par rapport à l'ampleur de Sarkozy avec ce gouvernement, mais en revanche, vous avez déjà été interrogé sur est-ce que ce gouvernement a lutté efficacement contre l'évasion fiscale suite au scandale Cahuzac et récemment Panama Papers. Donc ma question c'est qu'est-ce qu'a fait ce gouvernement? Est-ce que c'est pour vous viable ou est-ce que c'est pas du tout efficace? C'est beaucoup plus grave que ça. C'est-à-dire que la nouvelle droite, qui est arrivée sous le masque de la gauche, la nouvelle droite a complètement accéléré le processus de désolidarisation des puissants d'avec les autres classes sociales. Et je ne vais pas pouvoir être très longue, donc je vous invite à lire un chapitre de notre livre Tentative d'évasion fiscale qui porte le titre suivant « Le paquebot de Bercy vogue sous pavillon de complaisance ». Et donc là, nous montrons comment, alors avec Jérôme Cahuzac, j'en ai parlé, puis avec Bernard Cazeneuve, et ça se poursuit avec Michel Sapin, comment donc les plus riches fraudeurs sont mis de côté, caressés, ils payent quelques impôts, quelques amendes en prière, ils sont des repentis, vous vous rendez compte? En plus, ils sont bons et généreux, ils se repentent, et puis ensuite, les portes du paradis leur sont à nouveau ouvertes. Mais ce qui n'est jamais dit, c'est que la traque fiscale de Bercy, les 44 000 qui sont aujourd'hui dans la cellule de repentance de Bernard Cazeneuve... 45 000, Ménéque. 44 800, machin, truc chouette, tu vas pas me faire chier avec... Bon. Non, mais c'est bien qu'on les cite quand même, voilà. ceux-là. Alors, ces 45 000, on va faire plaisir à Pascal. Alors, ces 45 000 sont le résultat des lanceurs d'alerte, Hervé Falciani pour HSBC, Stéphanie Gibault et Nicolas Forissier pour UBS, et de multiples autres lanceurs d'alerte. Mediapart, ça tout le monde le sait. Mais Antoine Deltour est là aujourd'hui pour LuxLeaks, même s'il n'y a pas beaucoup d'enquêtes. Et puis le courage extraordinaire des inspecteurs des impôts. Nous, c'est comme ça qu'on a pu écrire ce chapitre. C'est grâce à des inspecteurs des impôts qui nous ont parlé sous anonymat, que nous avons bien entendu respecté. Mais ce qu'ils nous ont dit est tout simplement diabolique, c'est-à-dire que non seulement Nicolas Sarkozy puis François Hollande, ils ont réduit le nombre de douaniers et le nombre de contrôleurs des impôts par dizaines de milliers, et ceux qui auraient par hasard à voir avec un gros fraudeur, eh bien, il n'a pas accès à l'information. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes de cloisonnement tout à fait importants et très rigides qui permettent à ce que les copains des copains des copains soient aiguillés vraiment dans des alcôves très, très couvertes par le secret fiscal. Donc, alors, les lanceurs d'alerte pour les 44 000, plus, et puis alors ça c'est trop bien, ça c'est les divorces, les conflits familiaux, ça a dévoilé l'affaire Bettencourt, les problèmes d'héritage, la famille Wildenstein, le divorce Cahuzac, parce que Cahuzac c'est non seulement le résultat de lanceurs d'alerte, mais c'est aussi un divorce qui se passe mal. Donc là-dessus, on ne voit pas beaucoup le travail de Bernard Cazeneuve, de Michel Sapin, et ne parlons pas de Jérôme Cahuzac. Alors, je voudrais dire une dernière chose avant de passer la parole à l'autre, parce que comme je sais, quand il a le micro, il le garde, hein, et il a bien raison. Je m'occupe de la modération. Super. C'est que par rapport à ce que tu as dit sur « ils sont toujours réélus », examinons le réquisitoire
par le parquet national financier concernant Jérôme Cahuzac. Le verdict final sera rendu le 8 décembre. Le réquisitoire, c'est 3 ans d'emprisonnement ferme et 5 ans d'inéligibilité. Donc vous voyez, 5 ans, il sera bon pour, d'accord, pour les prochaines... Si c'est appliqué. Si c'est, voilà. Parce que première instance, inéligibilité, appel, il le retire. Et attendez, vous vous rappelez de tout le cinéma qu'il y a eu après l'affaire Cahuzac. Il y a eu une loi votée en décembre 2013 qui, pour le blanchiment de fraude fiscale, portait la condamnation à la prison de 5 ans à 7 ans. Et le réquisitoire de la procureure Eliane Houlette du parquet national financier n'a été que de 3 ans. Est-ce que vous vous rendez compte? Oui. Alors, c'est pire que ça. Hein. Juste une minute. Une forte impunité, sauf, c'est gentil d'avoir cité les lanceurs d'alerte, des inspecteurs des impôts qui quand même... oui, voilà. J'ai oublié les sociologues, donc. Oui, c'est vrai. Oui, quelques journalistes. C'est toujours la faute des sociologues. Donc, l'impunité, mais aussi quelques journalistes d'investigation. Oui, je rappelle que dans l'affaire Cahuzac, voilà, à Mediapart, il n'y a pas l'enregistrement téléphonique, je crois qu'il nie jusqu'à la fin de ses jours. Mais au sujet de l'impunité du fait que finalement ils sont toujours condamnés à la prison avec sursis, etc., je rappelle quand même hier, on a eu, parce que peut-être vous n'étiez pas là, lancé des pistes d'idées. Je rappelle que la prison ferme, ça coûte très cher à chaque citoyen. La prison avec sursis, ça ne sert pas à grand-chose. L'inéligibilité n'est pas appliquée. Donc moi, je propose une confiscation des biens d'abord et avant tout. Et dans le cas de Jérôme Cahuzac, sa maison en Corse doit devenir une école hôtelière, comme on fait en Italie. Comme ça, les jeunes Corses apprennent un métier et ne rentrent pas dans le crime organisé. Je suis venu ici avec ce symbole de l'usage social des biens confisqués qu'on fait en Italie. Je voudrais absolument que tu nous sortes quelques chiffres sur les indemnités. Parce que moi, j'ai lu que tu disais qu'il y avait des élus qui gagnaient 800 000 € par an. Oui, il y en a, j'en ai repéré une dizaine. Mais ça, c'est pas le problème. Parce que moi, je veux aller sur un autre discours que sur les indemnités. Parce que si on peut parler des indemnités, on peut parler pendant 2 heures et c'est pas juste. Je confirme totalement ce que dit Monique, en pire. Parce qu'en plus, ils nous font avaler des couleuvres par rapport à ça. Moi, j'ai réussi, je l'ai mis dans mes livres. Dans chaque trésorerie payeur, il y a un bureau spécial pour traiter les affaires de fraude fiscale quand c'est des gens importants. Et surtout quand c'est des élus, pour ma part, les élus. C'est-à-dire que quand un élu a fait de la fraude fiscale, on retire le dossier de la personne qui s'en occupe et on donne ça dans un bureau spécial. Le verrou de Bercy, c'est une aberration. Il y a 15 000 à peu près, sur 15 000 personnes qui ont été reprises pour fraude fiscale et redressées, il n'y a eu que 1000 personnes renvoyées, entre guillemets, en correctionnel. Je parle des gros, pas les petits, parce que je suis d'accord avec Monique, dès que vous êtes petit, vous morflez. Dès que vous êtes petit, vous passez directement par la case correctionnelle. Dès que vous avez du pognon, vous pouvez négocier. Et le système est complètement vérolé pour ça. Parce que j'ai découvert aussi que, par exemple, les trésoriers payeurs ont une gelt. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un trésorier payeur dans les trésoreries, si jamais il négocie une amende avec quelqu'un qui a 10 millions à payer d'amende et qu'il en fait payer 5 millions dans la négociation, il touche un petit quelque chose dessus. Vous commencez à comprendre ? Donc il n'a aucun intérêt de négocier avec quelqu'un qui doit 3 000 €, quelqu'un qui doit 3 000 € d'impôts, on lui fait vendre sa maison, 3 mois après, il est dehors, il est dans la rue, il couche dans sa bagnole. Et ça devient totalement inadmissible. Et aussi bien les politiques, entre guillemets, sont en train de devenir des mafieux, et je pèse mes mots comme Monique, au même titre que certains économiques. Et nous, le peuple, de plus en plus, on est en train de morfler, et de morfler grave, parce qu'on laisse faire. Parce que quelque part, on est encore dans des pays, heureusement, où on peut avoir des contre-pouvoirs. On a encore des pays où des gens comme Monique, comme moi, comme Stéphanie Gibault, c'est une honte, Stéphanie Gibault. Je voudrais revenir sur les lanceurs d'alerte. On nous a balancé la loi Sapin 2. Oh putain, les enfants, maintenant ça y est, on s'occupe des lanceurs d'alerte. C'est des menteurs. Il y a 2 trucs dans la loi Sapin 2 qui est complètement fou. 1, le lanceur d'alerte, avant d'avertir la presse, il doit avertir son chef de service. Je vous jure, c'est dans la loi. Donc le mec, il est dans une entreprise, ou la nana est dans une entreprise, elle découvre quelque chose de malfaçon, elle va avertir son chef tout de suite. Mais le pire, c'est ça là où on ne se rend pas compte, c'est que maintenant ils l'ont inscrit dans la loi. C'est-à-dire que quelqu'un qui va voir la presse avant d'aller voir son chef de service, toute la procédure et l'instruction risquent d'être invalidées par la suite. Eh ouais, t'avais pas pensé à ça, toi, hein ? Moi, si, parce que j'aime bien regarder sous le tapis. Et il y a un deuxième truc hyper important qu'ils ont mis dans cette loi que personne n'a vu. Maintenant, un patron,
il a obligation, écoutez-moi bien, de garder le lanceur d'alerte dans son entreprise. C'est génial. Donc le mec, tout le monde lui en veut, ou la nana, on lui parle plus, elle est mise au placard, regardez, moi je suis mis dans un sarcophage. Mais en plus, le patron doit me garder. Ces gens-là sont fous. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que je ne vois pas des journalistes dénoncer ce genre de truc. Vraiment. Je vois 3 lignes. Et pas pour passer aux... Et tout ce qu'on dit, c'est génial. Maintenant, vous inquiétez pas, les lanceurs d'alerte sont protégés. Mon cul. Aujourd'hui, les lois sont faites de plus en plus pour verrouiller les gens. Aujourd'hui, les lois sont faites de plus en plus. Et tout à l'heure, on disait qu'on réduisait les contrôleurs des impôts. Oui, on les a réduits. Pour les gros. On vient d'embaucher 200 inspecteurs pour contrôler les comptes en banque des mecs qui sont au RSA. Vous voyez un petit peu comment ça se passe? Et je trouve des cons, pardon, qui disent « mais c'est normal ». Bah oui, c'est normal qu'on contrôle les mecs du RSA, ils truandent sur 500 €. Et par contre, le mec qui truande sur 10 millions d'euros, sur 20 millions d'euros, lui, on laisse passer. Et on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. On parlait des indemnités. Moi, je n'ai pas trouvé un seul élu, député, sénateur, qui gagnait moins de 11 000 € net. Net, après impôt, dans leur poche. Est-ce que c'est normal aujourd'hui que l'IRFM, indemnité représentative de frais de mandat, qui est une aberration, 5 770 € par député, 6 200 à 400 € par sénateur, de 2 000 à 3 000 € pour les gens qui sont au CESS. C'est de l'argent de poche, non justifiable, non déclarable. Ces gens qui, quelque part, doivent nous montrer l'exemple, dès que nous, on va faire 150 € de travail au black pour nourrir notre famille, parce qu'on a besoin le samedi et le dimanche qu'on n'a plus assez de pognon, ils nous envoient des inspecteurs. Et eux, ils ont 5 000 à 6 000 € d'argent de poste qui ne justifient pas. Un chef d'entreprise aujourd'hui, il paye un restaurant. Si jamais il n'a pas le malheur de justifier, on ne le paye pas. Pourquoi on ne fait pas pareil avec les élus? Pourquoi? Je vais vous donner un autre exemple qui me rend fou. Vous savez qu'aujourd'hui, en France, on est sous un système de retraite par répartition. On aime ou on n'aime pas, mais c'est bien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent, qui payent pour ceux qui ne travaillent pas, etc., etc. On nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Pourquoi les élus, depuis le 19e siècle, ont un système de retraite par capitalisation? Parce qu'ils sont bénévoles. Pourquoi les élus, aujourd'hui, sur leur retraite, ne payent que 22% de leur cotisation, le reste, c'est une subvention à l'année? Pourquoi ces gens qui nous demandent d'être exemplaires ne le sont pas? Et moi-même, j'ai été élu à un certain niveau. Je peux vous dire que la soupe est bonne. Hein. J'ai été voir pour ma retraite il n'y a pas longtemps, j'arrive à un âge canonique quand même. Et moi, j'ai fait 15 ans d'élu. Hein. 9 ans maire adjoint de Vals, 6 ans conseiller régional. Donc pas le super mec, etc. etc. J'ai quasiment autant de points Ircantec, avec 15 ans d'élu, que depuis l'âge de 14 ans où je travaille. J'ai regardé la table, je dis, il n'y a pas une erreur, il n'y a pas un zéro en trop là? Ah putain, c'est bon. Mais est-ce que vous savez que la retraite des élus est abondée? C'est-à-dire que moi, j'ai cotisé 15 ans, à un taux très intéressant. Mais ma collectivité, à chaque fois que je cotisais une année, cotisait une année. Donc en fin de compte, j'ai cotisé 30 ans. Est-ce que vous savez qu'un élu peut toucher jusqu'à 5 retraites cumulables? Plus des honoraires, plus un boulot. Alors que nous, salariés, on n'a pas le droit de bosser plus que la hauteur de son dernier salaire. Pourquoi? Je pose juste la question, pourquoi? Vous savez ce que c'est qu'une pension de réversion? Pension de réversion, c'est quand ton mari ou ta femme meurt, tu as droit à la moitié de la retraite, etc. Donc en France, les salariés, c'est 54% de 19 000 €. 54% de 19 000 €. Moi, j'ai une amie qui vient de perdre son mari. Il touchait 2 000 €. Elle avait un petit pécule. Elle touche que 357 € de pension de réversion. Quand vous êtes passé de 2 000 à 357, vous voyez un petit peu comment j'ai des boules. Eh bien, une femme d'élu, écoutez bien, pour ceux qui veulent se marier avec des élus, c'est 66% sans plafond. J'ai du mal à comprendre qu'une femme d'élu soit plus fatiguée qu'une femme d'ouvrier. Non? Eh bien ça, c'est la loi. Et ça, on laisse faire. Sauf qu'il y a un gros problème maintenant. On sait lire. Maintenant, on sait écrire. Maintenant, il y a des réseaux sociaux. Maintenant, quand vous y balancez une connerie, il y a des gens comme Monique, comme moi, comme Stéphanie Gibault, qui, je le rappelle, a fait économiser 12 milliards € à l'État français, et qui aujourd'hui est au RSA. Elle s'est fait cambrioler 3 fois chez elle. Ils ont essayé de tuer son chien. Donc lanceur d'alerte, c'est pas un métier facile, et c'est pas un métier. Mais c'est pas facile, malgré tout ce qu'on nous raconte. Je dis bien, M. Delcourt qui est là, il est quand même en procès, et il va sans doute morfler parce qu'ils vont pas le lâcher. Mais à part ça, officiellement, on protège les gens. Hein. On les protège, hein, sur le papier. Et moi, ce que je voudrais bien, et ce que j'aimerais bien, c'est que le discours des élus corresponde à leurs actes. Or, de plus en plus, et je rejoins Monique, ils nous font un discours, et ils nous font avaler
des pilules. Donc s'il vous plaît, ouvrez les yeux. Nous sommes encore dans un pays, entre guillemets, où nous pouvons créer notre propre démocratie. Nous sommes encore dans un pays où il y a des journaux, comme Mediapart, comme Le Canard enchaîné, qui sont encore des journaux relativement libres. Nous sommes dans un pays où il y a des gens qui sont encore capables d'écrire des livres. Moi, je suis Foudra, j'ai lancé une pétition pour le casier judiciaire vierge pour les élus. J'ai 140 000 signatures. C'est une pétition que tout le monde peut s'emparer. Par contre, je balance un chat contre un mur. J'ai 5 millions de signatures en 48 heures. 4 équipes de mecs qui se mettent à retrouver le nom de la personne qui a acheté le chat. J'ai 25 collectifs qui se montent pour que ce mec-là est en prison pendant 20 ans. Posez-vous la question. Haranguer la foule, taper sur les médias. Non, je tape pas. J'essaye de faire des constats. Si. Et il y a la faute des élus, il y a la faute des entreprises qui s'en vont, mais il y a aussi notre faute à nous parce qu'on agit comme des serfs et on se laisse faire. Je dis pas non plus, et je précise bien et j'arrête là-dessus, je suis pas non plus pour le sang, pour la révolution, pour des choses que je vous le dis tout de suite, quand il y a la révolution qui a du sang, c'est d'abord des gens comme Monique et moi qu'on met dans les tractions avant ou qu'on envoie dans des machins. Donc je suis pour une révolution pacifique, mais éveillez vos consciences. On n'est pas obligé encore aujourd'hui d'élire ces connards. On n'est pas obligé, quand un mec a un casier judiciaire chargé, pourquoi on vote pour lui? Haranguer, ça serait vraiment bien qu'on leur laisse la parole. Excusez-moi. Donc, j'aimerais maintenant qu'on fasse passer le micro aux personnes qui ont des questions à nos deux passionnants invités. Il y a un micro là-bas, ne t'occupe pas, c'est bon. On a notre équipe de bénévoles qui s'occupe de tout. Oui. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Oui. Bon, alors, je voulais dire que... Bonjour madame. Bonjour messieurs, dames, chères concitoyennes et concitoyens. Alors, donc, l'évasion fiscale, c'est et aussi l'optimisation fiscale, un des cases du siècle. Mais il y en a d'autres, et d'ailleurs, ça peut être associé. Et aussi, je peux vous dire que la France est un paradis judiciaire. Alors, par exemple, au niveau... Est-ce que vous avez une question, s'il vous plaît, madame? C'est des constatations. Alors, oui, mais non, mais c'est pas possible. Mais on peut apporter de l'eau à votre moulin. D'accord, mais apportez-moi une question là. Oui. Alors la question, je vais dire qu'on a une structure avec ce que vous dites, que les gens ils sont complètement désinformés, ils n'ont pas la liberté d'expression, mais en plus on a un système structurel avec la concentration du pouvoir, et on a les élus et leurs... leurs valets, et on a aussi les magistrats comme valets des élus, notamment du président de la République et valets de l'oligarchie. C'est structurel. Alors, intéressez-vous à ça aussi, parce que nous donnons le bâton pour nous faire battre comme ça. En gros, vous venez de dire ce que je viens de dire. C'est structurel, il faut s'intéresser aux structures et aux institutions. Oui, alors et si vous me laissiez parler, je pourrais être plus explicite. Oui, non, mais moi, je vous ai déjà entendu, et je vais, madame... Je vous ai déjà entendu et je vais répondre, je suis d'accord avec vous, c'est que effectivement, nous ne sommes pas dans un système, là, tous les deux, de dénonciation. Nous sommes là pour vous dévoiler, effectivement, une société qui fonctionne de façon tout à fait normalement marxiste, avec des classes sociales qui sont dans des rapports antagoniques. Et donc, il y a les gens des beaux quartiers auprès desquels nous enquêtons, mon mari et moi, depuis plus de 30 ans, qui sont les propriétaires des titres, des moyens de production et donc d'exploitation, et qui, à ce titre, exploitent les autres membres de la société, notamment les classes populaires, en ne payant pas la propriété. C'est du vol, pas la propriété d'usage, mais la propriété d'exploitation et d'échange, c'est du vol. Et ce qui permet de faire les bénéfices, on appelle ça aujourd'hui les dividendes des actionnaires et tout ça. Et donc, il ne faut jamais perdre de vue que l'on est dans une guerre de classe que mènent les plus riches et qu'ils sont en train de gagner. Et donc, il n'y a pas à parler de théorie du complot pour stigmatiser notre travail ou quoi que ce soit. Nous sommes là face à une classe mobilisée, consciente de ses intérêts, et qui est en effet, qui complote, qui est mobilisée avec des élus à leur service, à Bilderberg, la trilatérale, dans des tas de cercles, dans des tas d'endroits où mon mari et moi, nous avons eu la chance de pénétrer, et où, en effet, on sent un pouvoir mobilisé
pour la défense de ses intérêts. Et aujourd'hui, on est dans une phase extrêmement cruciale de notre humanité, puisque maintenant, ils ont entrepris un processus de déshumanisation de l'autre à travers ce qu'a dit comme Pascal, comme Robert. Ce qu'il a dit Philippe, là, comme exemple, avec les plus pauvres qui sont pénalisés, qui sont stigmatisés et tout ça. Alors du coup, je m'embrouille parce que je sais que je suis trop long. Oui, non, mais il faut quand même que je dise ce que j'ai à dire. Parce que c'est important. Et qu'ils vont jusqu'à aggraver, spéculer sur le réchauffement climatique. Donc, tout ce que vous a dit Philippe, je le redis à ma façon, à moi. En effet, il ne faut pas partir de cette séance en criant tous ensemble « Salaud de riche, on aura votre peau » et tout ça. Non, il faut se remettre en question, nous. Comment est-il possible qu'on accepte ça, nous qui représentons à peu près les 99% de la société, mais comment est-ce qu'on peut accepter, par exemple, l'histoire de la dette ou du déficit public ? C'est du pipeau, c'est eux qui les construisent, ces dettes et ces déficits, et ils nous demandent de rembourser quelque chose qui n'a pas vocation Mais c'est pire à que être ça, Monique. remboursé. Aujourd'hui, quand une banque fait des bénéfices, c'est pour elle. Quand tu as fait des déficits, c'est pour nous. Il y a un moment donné, il va peut-être falloir qu'on se repose la question. Et je vous jure que la loi, en plus, maintenant, a été votée pour ça. Les bénéfices, c'est pour eux, les déficits, c'est pour nous. Il y a un moment donné, il faut s'arrêter. Une autre question ? Oui. Bonjour. Benjamin Sontag, la Quadrature du Net. J'ai une question double. En entendant tout ce que vous dites, souvent on se demande qu'est-ce qu'on peut faire, pragmatiquement, concrètement. Et vous parlez des lanceurs d'alerte, notamment ceux qui avaient révélé les affaires UBS. C'est pas UBS, UBS, c'est l'autre, HSBC. Monsieur Le Crédit Mutuel. Souvent, on n'a pas les infos en fait. C'est comme les Panama Papers. Les journalistes, moi j'ai l'impression que c'est un petit peu une caste qui se donne le droit de publier ou de ne pas publier ce qu'ils jugent bon pour le petit peuple. Moi j'aurais bien aimé avoir les noms de ces gens en fait, pour deux raisons. La première, c'est que si vraiment ils ont détourné des millions, au point où on en est, je me demande, et j'aimerais votre avis là-dessus, s'il ne faut pas peut-être mettre un petit peu plus la pression sur ces personnes. Et deuxièmement, souvent ces journalistes qui vont être de médias nationaux ne vont pas forcément trouver le baron local dans leur fichier, alors que ça intéresse les gens autour de Nantes, il va y avoir un tel, autour d'Amiens, il va y avoir un tel. Donc je voulais votre opinion, un, sur qu'est-ce qu'on peut faire, et deux, est-ce qu'il ne faut pas faire un peu plus de full disclosure et de vraiment tout publier quand il y a des puissants qui font des malversations, plutôt que de laisser nos amis journalistes filtrer. Merci. Juste tout à fait d'accord, la question est importante. Est-ce qu'il faut tout publier ? Donc je vais laisser répondre. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Peut-être quand même quand vous dites qu'il n'y a pas toujours des informations, si vous regardez Cash Investigation, Élise Lucet, Panama Papers, ils reprennent des parcours et on a des noms de gens qui étaient bien au Panama Papers. Donc quand même des noms on en a, mais c'est pas tout. Donc la question est, est-ce qu'il faut tout publier ? Est-ce qu'il faudrait une liste ouverte de tous les noms des fraudeurs ? Et puis surtout, quelle solution avez-vous en plus de celle-ci peut-être ? Alors d'abord, je vous inviterai à lire notre dernier livre, Tentative d'évasion fiscale, parce que là, des noms de riches, vous en avez des centaines et des centaines. Mais vous avez raison, tous les noms, même parmi les plus riches, tous les noms ne sont pas publiés, parce qu'il y a des interventions des politiques, il y a des interventions des puissants pour effectivement opérer des phénomènes de censure. Alors moi, je serais pour que tout soit publié et consultable par ceux qui veulent bien se donner la peine de le consulter, parce qu'on ne peut pas balancer ça au peuple. Mais pourquoi alors il y a ces phénomènes de censure ? C'est parce qu'ils ne veulent surtout pas que nous disions que la fraude fiscale, la corruption est systématique. C'est-à-dire que chez les dominants, ça leur paraît normal de ne pas payer d'impôts. Ce que j'ai dit tout à l'heure, elle-même doit croire, la bourgeoisie elle-même doit croire que ce qu'elle fait est juste, même si elle est complètement injuste et voleuse. Et est-ce que les gens sont aussi prêts aujourd'hui à aller chercher l'information ? Parce qu'aujourd'hui, quelque part, aussi bien Monique que moi que d'autres, quand nous, on va aller chercher l'information, on la trouve. Donc elle est encore disponible. Mais c'est vrai qu'on est pris par notre quotidien, on est pris par un certain nombre de choses, et que l'information étant ce qu'elle est, la médiatisation de la modernité étant ce qu'elle est, qu'on veut de l'instant T, et que ce qui s'est passé hier, ça nous intéresse déjà plus. Donc moi, j'ai un problème par rapport à ça, c'est par rapport au degré de conscience des gens. C'est pour ça que moi, je travaille sur un autre axe de travail. Je veux des élus intègres.
et des verrous sur ces élus intègres. Parce que je pars du principe qu'à on va mettre des verrous et des élus intègres, les mecs, ils feront déjà des choses un peu plus intègres et des programmes un peu plus bien. Ça sert à rien aujourd'hui, comme je vois des gens qui m'écrivent, j'ai 60 personnes qui m'écrivent par semaine, qui sont en train de refaire la Constitution. Ah, ils la réécrivent tous, les mecs. Et article par article, 25 pages, 30 pages, 50... Mais à quoi ça sert si c'est des pourris qui s'en servent? Ça sert à rien. Donc mettons d'abord des élus intègres. Et on peut aujourd'hui, un truc vachement simple, j'arrive pas à comprendre que, encore une fois, je suis un type redondant, qu'on élise des mecs qui ont un casier judiciaire chargé. Je ne parle pas de l'élu qui a fait la petite connerie, la diffamation, etc. Je parle des condamnations qui entachent la probité. Des mecs qui ont détourné de l'argent. Pas des 1000 euros, des 5 millions d'euros, 10 millions d'euros. Ces mecs-là se représentent, on les élit, tranquillos pépère, on leur serre la main. Alors je sais que c'est pas si simple que ça. Je sais qu'un élu truand est un bon escroc. Je sais qu'un élu truand, il connaît le nom de ta petite fille. Je sais qu'un élu truand, il te passe la main dans le dos. Je sais qu'il va te trouver une place dans la crèche, qu'il va embaucher ta femme à la commune. Je sais qu'il va te faire sauter tes PV. Mais ne lisons pas ces mecs-là. On les élit. Déjà, si on commençait par ça, tu vois qu'on peut, quelque part, on peut faire quelque chose. Autre petit détail. Quand un élu truande ou qu'un chef d'entreprise truande, il ne truande pas tout seul, les enfants. Il y a une chaîne. La chaîne ne dit rien. La petite secrétaire qui tape le faux contrat. On en a de plus en plus qui nous informent. Qui tape le faux contrat, qui tape le truc de marché public véreux. La secrétaire qui tape la fausse facturation qu'a fait son chef d'entreprise. Arrêtez et arrêtons de couvrir ces gens-là. C'est nous les coupables. Je veux dire, en Suède, il y a un truc vachement simple, il y a un gros bouquin qui sort, comme ça, tous les ans. Chaque dépense du ministre, de chèque de tous les ministres, est marquée jour par jour. Le ministre se lève, 24 € de petit déjeuner. Le ministre, écoutez bien, prend le bus pour aller à une réunion. Écoutez bien, 1,74 €. Le ministre couche à l'hôtel. Le ministre a choisi un hôtel à 80 €. Il a le droit à 76 €. Le ministre paye 4 € de sa poche. C'est des trucs vachement simples. Et ça, si nous, on n'arrête pas de le réclamer à nos élus, ils vont être obligés de le faire. Parce que c'est imparable. Depuis que des gens comme Monique, comme d'autres, ont dénoncé l'IRFM, avec 200 à 250 élus que j'ai répertoriés, qui se sont payés des appartements personnels sur l'IRFM, ils sont calmés. Parce que la transparence, le fait qu'on dit les choses, ça les oblige à reculer. Alors ils magouillent. Depuis Cahuzac, l'affaire sur les contribuables, le fait qu'ils déclarent, ils magouillent encore. Mais petit à petit, on les pousse dans leur retranchement. Et on les pousse pourquoi? Parce qu'on est au courant. Moi, j'ai un des ministres qui a déclaré sur sa feuille d'intérêt personnel, j'ai acheté une maison 400 000 € avec 70 000 € de réparation. Super. J'ai découvert, il l'avait acheté 6 mois avant. Vous savez, dans les agences immobilières, ils font des prospectus pour vendre des maisons. Putain, j'ai récupéré le prospectus qui datait de 7 mois. 1,2 million la maison. Le mec, il est mort. Il est mort. Parce qu'aujourd'hui, on peut savoir si on va chercher l'info. Donc renseignez-vous, ne couvrez pas ces gens, ne votez pas pour des connards. Exigez comme moi, et signez la pétition, un casier judiciaire vierge B2 ou B3 pour les gens qui se présentent à une élection. C'est le B à bas. Commençons par remettre les choses à leur place, au début. Alors, il y a une autre question. Voilà. Oui, bonjour. Moi, je voudrais sortir de cette salle avec une information que je cherche depuis très longtemps, parce qu'il y a une véritable omerta sur ce problème-là. Nous sommes dans l'Union européenne, donc on passe à un niveau plus élevé encore. Monsieur Juncker est le président de la Commission européenne. Ce type-là est un voyou, un mafieux, Je confirme. un bandit. Pourquoi? Moi, je ne sais pas, je ne suis pas au courant, je ne suis pas économiste, etc. Je voudrais avoir des réponses. Cet homme-là, il a été élu après avoir été, je ne sais pas combien, 11 ans ou 18 ans, Premier ministre du Luxembourg. Pendant son mandat, il a signé des deals avec toutes les grandes sociétés multinationales qui opèrent sur le terrain européen. Il a passé ce deal avec à peu près, je crois, 350, les chiffres sont peut-être pas exacts, mais c'est l'ordre de grandeur, leur permettant de ne pas payer les impôts dans les pays où ils opèrent. À côté de chez nous, moi je suis depuis 91, Ikea en est un exemple. Bon, Ikea sur toute la France, c'est pas 91, bien sûr. Moi, je ne comprends pas
comment il n'y a pas eu de campagne à ce jour contre ce grand mafieux, et qui a été sans doute élu, moi je me pose aussi cette question, qui a été élu, j'ai posé la question, et qui a été quand même élu à la suite de ça à la Commission européenne. Alors écoutez, la réponse elle est claire, cet homme-là est au contraire absolument parfait. Il est aussi parfait que Jean Monnet, que Jacques Delors. Jean-Claude Juncker a été coopté effectivement par l'oligarchie néolibérale à la tête de l'Europe, parce que c'est lui-même qui a fait vivre et organiser le dumping fiscal pendant 10 ou 15 ans comme président de l'Eurogroupe, Premier ministre du Luxembourg et ministre des Finances du Luxembourg. Il représente les intérêts, la synthèse des intérêts de l'oligarchie de manière absolument parfaite. Et donc, vous vous étonnez parce que vous y mettez des valeurs morales, vous ne pouvez pas croire que c'est possible. Mais nous sommes là dans une guerre de classe qui est menée à l'échelle de la France, à l'échelle de l'Europe et à l'échelle du monde. Et donc, Jean-Claude Juncker est au contraire quelqu'un d'absolument parfait. Voilà. L'humour, hein. Je précise. Donc, au sujet... Le silence est vraiment surréaliste, mais regarde, j'ai deux exemples par rapport à ça. Oui, ça va être dur avec nous deux, c'est très dur. Tais-toi, on parle. Il y a deux pays, moi, que j'admire par rapport à ce genre de petits détails. L'Islande et l'Irlande. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Les Panama Papers, on parle de ça. 48 heures après, il y a un ministre qui a été impliqué. Il y avait 1 million de personnes dans la rue. Le mec, 48 heures après, démissionnait. C'est pas pareil, c'est un petit pays. C'est un petit pays, on est d'accord. Et l'Islande et l'Irlande, c'est les deux seuls pays qui ont mis leurs banquiers en prison. Je crois qu'en Islande, ils viennent de prendre 46 ans de prison. Et en Irlande, ils en ont dégagé 2. Nous, on fait l'inverse. Donc aussi, encore une fois, je m'excuse, hein, je suis redondant, réveillons-nous, nous. Moi, je jure, je refuse de m'asseoir à la table de certaines personnes. Je dis bien, je refuse de m'asseoir à la table de certaines personnes. Et si on fait tout ça, à un moment donné, ils vont être obligés de céder. Mais je suis d'accord avec vous, et je suis d'accord avec Monique, pour le système actuel, Juncker, il est parfait. C'est exactement le mec qu'il leur fallait. Mais ils s'auto-votent entre eux. Donc on ne peut rien faire pour l'instant. Ils s'auto-votent entre nous. C'est en dessous qu'il faut qu'on commence. Madame mais a raison. Les journalistes, est-ce que vous avez vu TF1 ? Est-ce que vous avez vu TF1 ? Est-ce que vous avez vu TF1 taper contre Bouygues ? Est-ce que vous avez vu un journal national qui est financé par L'Oréal, qui est financé par etc., taper contre L'Oréal ? Il y a un moment donné, il faut qu'on soit réaliste. Mais il y a un truc vachement simple. Prenez tous un abonnement au Canard Enchaîné. Prenez tous un abonnement à Mediapart. Et arrêtez de lire ces journaux de merde qui sont financés par des étrangers. Moi, TF1, j'ai rien à dire. Okay. Mais TF1 qui ne passe jamais rien sur Bouygues, ça me rend fou. Mais on continue à regarder. Juste sur les dispositifs fiscaux, madame, vous avez raison d'élargir à l'Europe. Mais je rappelle que des ONG, des associations que je tiens à citer ici, qui sont présentes, et d'autres, comme le CCFD et bien d'autres, avaient obtenu de ce gouvernement de la transparence des comptes des multinationales qui justement hébergent les multinationales au Luxembourg et en Irlande et qui ne payent des impôts que là-bas, alors que, pour ne pas les citer, les iPhones sont bien vendus en France, alors donc en Irlande c'est 6%, ici c'est pas pareil. Cet amendement, cette loi a été prévue, elle était à l'Assemblée nationale. C'est pire que ça. Dernier moment. Non, c'est pas au dernier moment. Je refais l'histoire. Novembre, mais j'ai l'histoire et je le mets dans mes bouquins. Novembre 2015, il y a un type qui s'appelle Alouzet qui dépose un amendement sur le reporting. C'est-à-dire qu'il pose un amendement en disant les entreprises qui gagnent beaucoup d'argent à l'étranger, maintenant on veut savoir ce que vous gagnez en France, combien vous êtes employés, etc. Donc on faisait un pas vers le fait qu'on réduisait la fraude fiscale. Alpol, qui gagne des milliards, paye 12 000 € d'impôts en France. Cette loi passe à l'Assemblée nationale une première fois. Elle passe cet amendement. Putain, on se dit, c'est pas mal. Elle part au Sénat. Elle passe. Et putain, là, c'est pas possible. Même les vieux du Sénat, ils disent oui. Elle revient à l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Elle repasse. 1h du matin, coup de téléphone du ministre. Ils arrêtent la séance à l'Assemblée nationale. Écoutez bien. Ils arrêtent la séance. Ils donnent des coups de téléphone partout. Ils font des pressions à tel point que 2 des 3 rapporteurs de l'amendement, le coup d'après, votent contre leur propre amendement. Et il y a 25 élus, toutes tendances politiques confondues, j'y tiens beaucoup, toutes tendances politiques, qui rejettent cet amendement. Aujourd'hui, les entreprises françaises, les entreprises étrangères, qui, je rappelle, au niveau de la fraude fiscale, c'est entre 40 et 60 milliards d'euros par an, peuvent continuer tranquillement
à ne pas verser leurs impôts en France. Et dans ces 25 députés dont j'ai mis la liste, parce que c'est intéressant, aussi bien Monique que moi, on met les noms. On ne fait plus de la rumeur, on met les noms. Dedans, il y a M. Urvoas, qui est aujourd'hui le ministre de la Justice. Moi, je suis désolé, rien que ça, je tombe sur le cul, je ne peux plus croire ce mec-là. Il est ministre de la Justice, et sur un truc d'équité simple, où on demandait même pas, on demandait à savoir. On n'en était pas au stade où on allait les imposer. On voulait savoir ce que les entreprises étrangères gagnaient en pognon en France, combien ils avaient d'employés. Juste ça, ils ont rejeté cette loi. Et je vais vous en donner d'autres qui me rend fou aussi. Est-ce que vous savez, on a fait une étude avec un copain sur le taux de présence des parlementaires pour les scrutins. Alors je dis bien pour les scrutins, c'est-à-dire le truc pour lequel on les paye. Pas quand ils sont en commission, pas quand ils sont sur leur terrain, juste le moment où ils doivent mettre un bulletin de vote sur une loi ou sur un amendement. Est-ce que c'est clair? C'est ce pourquoi on les paye, 11 000 € net par mois. Le taux de présence des députés sur l'Assemblée nationale, en 2014, je vous le donne, 21% de présence. Le taux de présence des députés sur 2015, 16%. Uniquement sur les scrutins. Est-ce que moi, si je vais travailler à 16% de mon temps, le patron me paye à 100%? Au bout de 2 jours, le mec il va me dire « Hey, viens voir, assis-toi là en cause ». Eh bien, eux, ils viennent sur les scrutins. On est bien d'accord, hein, pas sur le reste. 16% du temps des votes sur la session parlementaire. Rien que ça, c'est simplement si inadmissible. Tu veux bien, Philippe? Pardon. Ici? Bonjour. Bonjour. Juste une question. Voilà. Vous avez parlé de la justice de classe en matière fiscale. Moi, à titre personnel, je vis une chose dont on ne parle jamais et qui m'étonne beaucoup en tant que juriste. C'est la raison d'État qui, à titre personnel, m'est opposée dans le domaine en matière de justice pénale, en matière de justice administrative, alors qu'on nous dit que nous sommes dans un état de droit, que notre devise est liberté, égalité, fraternité, égalité. Moi, depuis des années, je me heurte devant les tribunaux à la raison d'État. Donc la raison d'État, je développe un petit peu plus en quelques mots, c'est les relations diplomatiques entre la France et un État lambda. Je peux développer un peu plus. Non, la question qui est posée aux invités, c'est s'ils ont rencontré la raison d'État dans leurs travaux. Moi, je la rencontre depuis des années. Cette année, ça a été la 3e fois dans une histoire très grave de lanceur d'alerte, de tentative de meurtre sur mon lieu de travail. La raison d'État est... Donc c'est aussi une justice de classe, puisqu'on m'oppose la raison d'État au titre de la personnalité, de mon agresseur, etc. Et donc c'est aussi une justice de classe. Et je m'étonne qu'on ne parle jamais de cette existence devant les tribunaux français, de cette raison d'État. Donc je vais interroger nos deux invités. Si la raison d'État est souvent opposée dans ce que vous avez rencontré, si c'est facteur d'impunité. Allez-y, Madame Pinson, mais bien sûr. Vas-y, Monique. Merci. Parce que, donc, la raison d'État, mais de toute façon, ça n'est pas votre monopole, parce que les secrets sont multiples. Dès qu'il s'agit des turpitudes des puissants, vous vous heurtez non seulement à la raison d'État, mais au secret défense, vous vous heurtez au secret fiscal, au secret bancaire, et aujourd'hui au fameux secret des affaires, qui est un secret beaucoup plus flou et qui, par exemple, toi et moi, on pourra un jour tomber sous la loi de la violation du secret des affaires. Donc, nous, on s'en fout de ces secrets, c'est leur cache-sexe. La raison d'État, le secret défense, tous ces secrets sont là massivement pour cacher la corruption des puissants. C'est ça ma réponse à votre question. Une dernière question? Je peux encore ou pas? Moi, c'est pour Philippe Paco. Ouais. Pouvez-vous nous expliquer le poids des francs-maçons derrière toutes ces affaires? Voilà. Chaque Et fois, on me l'a fait. concernant le Var, ils sont tous ensemble. Très bien. Alors, merci de votre courte question. Déjà, je le dis aussi, je ne suis pas franc-maçon. Que ça soit bien clair. C'est vrai qu'il y a beaucoup de francs-maçons, mais moi je refuse de rentrer dans ces théories du complot. Non, excuse-moi, mais c'est vrai que chez les élus, il y a beaucoup de francs-maçons, c'est vrai que dans les chefs d'entreprise, il y a beaucoup de... Mais pour moi, ce n'est pas le truc sur lequel je vois. Des cons, il y en a partout. Des purés, il y en a partout. S'il se trouve que c'est des corporations
Donc la corporation des francs-maçons est un peu solide. Mais je vois, moi j'ai un des fils qui a fait HEC. Ben, je peux t'assurer que mon fils, sa corporation des mecs d'HEC, quand ils se mettent entre eux, quand ils se téléphonent, etc., c'est pareil. Donc moi je ne me focalise pas sur les francs-maçons. Alors ok, c'est vrai, il y a beaucoup de francs-maçons chez les élus. Parce que, quelque part, dans un parcours initiatique et un parcours d'un mec qui veut progresser plus vite, moi on me l'a proposé 3 fois. Hein. Je ne serais peut-être pas là aujourd'hui si j'avais accepté. Tu vois, hein, on est bien d'accord, mais je n'ai pas accepté. Maintenant, c'est un parcours pour aller plus vite dans sa vie, donc il y a des gens qui acceptent. Mais je refuse vraiment, moi, de tomber dans le chemtrail, dans la théorie du complot, etc. Encore une fois, des francs-maçons, j'en connais des gens qui sont honnêtes. J'en connais qui sont honnêtes, ils ne sont pas tous pourris. Maintenant, c'est vrai que comme c'est une corporation et qu'ils se connaissent tous entre eux, et que de temps en temps, moi, souvent, j'ai des mecs qui me serrent la main et qui me font un petit signe, croyant que j'en suis. Je fais gaffe parce que je me dis, merde, ils croient que je suis pédé Et non, c'est des signes de francs-maçons. Mais ils ne sont pas tous comme ça non plus, donc ne tombons pas là-dedans. Mais c'est vrai, il y a beaucoup de francs-maçons chez les élus, et ils cèdent. Moi, le premier, je l'ai vu. Une fois, j'étais à la mairie d'Evry, je vois un mec passer qui est un vrai pourri. Je vous donnerai, si je peux donner son nom, il s'appelle Giring. Donc il passe dans la rue, et puis je rentre à la mairie, j'étais encore adjoint. Je dis, mais comment ça se fait qu'il passe là, ce mec? On lui avait filé un marché public à ce mec-là. Je dis, mais attends, il y a un malaise, non, c'est même pas un marché public, c'était un marché de gré à gré en plus. Donc ça veut dire qu'on lui avait donné vraiment parce que c'était lui. Et après, j'ai appris qu'il était dans la même loge maçonnique que Manuel Valls. mais c'est pas pour ça que je vais quand même appuyer là-dessus. Mais je suis en partie d'accord avec toi, parce que ces gens-là s'aident entre eux. Comme les gens de ta famille, tu les aides. Je vais donc obéir à Philippe Pasco en donnant encore une question à la salle. Mais même plein d'autres encore. Moi. Je peux être là jusqu'à demain. Non, on m'a demandé de tenir les délais, Philippe. Vas-y. Bonjour et merci pour ce travail et merci à certains journalistes. Je veux rebondir sur ce qu'a dit Philippe Pasco. Vous parliez de notre responsabilité au moment d'élire le bon candidat. Nous avons cette responsabilité, mais devant ce taux d'abstention et devant cet accès à l'information très inégal suivant la Constitution, où vous disiez vous avez lu des tas de remodifications, n'est-ce pas un passage obligatoire justement pour mettre un certain nombre de conditions, un mandat révocable? L'abstention, tu me dis, c'est non, là je dis, et devant ce taux d'abstention, il y a des gens qui ne votent plus. Donc notre responsabilité, nous, qui sommes là, on va effectivement peut-être faire les bons choix, mais la Constitution, n'est-ce pas un passage obligatoire pour mettre, à un moment donné, des verrous, ou s'il y a des politiques... J'ai compris. Deux choses. L'abstention, aujourd'hui, elle est voulue et travaillée. Donc moins on va voter, plus ça les arrange. Ça, c'est un premier point. Deux, tu me dis, il y a des gens qui votent bien. Mais aujourd'hui, tu votes pour quoi? Oui, mais la Constitution, qui va la voter? Donc si tu fais voter une constitution par des gens qui sont déjà pourris en place, les mecs ils vont la truander, comme ils ont truandé la loi sur le patrimoine, comme ils truandent aujourd'hui la plupart des lois. Par exemple, on parle sur la fraude fiscale. Il y a un type un jour qui a déposé une super amendement pour que dans la fraude fiscale aggravée, le taux de garde à vue passe de 48 heures à 96 heures. Les mecs, non, t'es fou, j'ai pas passé 96 heures en garde à vue. Hop, ils l'ont retiré. Donc faire la constitution avec des gens qui sont pourris, ça sert à rien. Donc à un moment donné, il faut qu'on élise un maximum de élus intègres. Il faut qu'on sorte de ce que j'appelle de ces élus frelatés. Aujourd'hui, on ne vote que pour des élus frelatés. On est des gens qui sont périmés. Quand tu ouvres ton frigidaire et que tu as un produit dont la date de péremption est dépassée, qu'est-ce que tu fais? Tu le jettes. Et bien aujourd'hui, on a plein d'élus, entre guillemets, qui ont une date de péremption périmée. Et on en a plein qui se présentent à la présidentielle aujourd'hui. On vote pour eux. Qu'est-ce que tu veux faire? Arrêtons de voter pour des élus frelatés. Merci Philippe, je voudrais donner un petit mot. Oui, je voudrais juste, à cette question qui nous taraude tous, que faire? Eh bien, moi je dirais deux choses. Prendre exemple sur les plus riches, c'est-à-dire être solidaire et lutter à mort contre la guerre des petits chefs. Hein, ceux qui se disent « Moi, je veux être président de la République avant toi, je vais faire la plus belle des constitutions sans la jouer collective », ça, pour moi, c'est nul et non avenu. Et ça, c'est la première chose, faire comme les dominants, être solidaire. Et la deuxième chose, c'est être bien conscient de la force de l'adversaire de classe. Et ça, c'est plutôt mon job de sociologue, que de vous dire qu'il est très important de faire une vigilance oligarchique à tous les niveaux de votre vie, que ce soit dans la commune, dans votre entreprise et tout ça. Je sais que dans cette salle, il y a des lanceurs d'alerte, des vrais résistants dans leurs entreprises et qui ont beaucoup de courage pour dénoncer.
des phénomènes de corruption, pour dénoncer des mécanismes inadmissibles. Eh bien, si les 99%, nous entrions tous en résistance, là où on est, à notre échelle, et tout ça, ça vaudrait beaucoup mieux que toutes les contre-expertises citoyennes qui mobilisent beaucoup de débats à la Maison des Métallos. Mais il ne faut pas oublier l'essentiel de notre combat, qui est simplement de pouvoir vivre sur cette terre, heureux dans la poésie, l'amour et l'amitié, et qu'on en a marre du fric et des expertises et des comptables, des avocats fiscalistes et tout ça. Voilà. Merci beaucoup, Monique. Il nous reste à clore cette riche table ronde. Vous pouvez retrouver les auteurs juste après, derrière. Je rappelle quand même que par rapport aux questions que vous avez posées sur qu'est-ce qu'on peut faire, beaucoup de choses ont été dites. Mais je rappelle que si demain, tous les noms des fraudeurs fiscaux sont publiés quelque part, il n'empêche qu'il faudra aussi confisquer leurs biens et les rendre à la société civile. Les gens du Mediator, Patrick Balkany, leurs maisons doivent devenir une maison de la santé, un centre culturel, un centre d'accueil pour toxicomanes. Il faut l'usage social des biens confisqués. C'est comme ça qu'on change les mentalités. Merci encore à nos deux invités. Vive le livre!